Bonsoir. Alors nous sommes un groupe de débutants de première année et nous allons vous présenter un vaste sujet, les femmes. Qui sont les femmes? Alors tout au long de l'année, nous avons préparé différentes scènes que nous allons vous présenter ce soir. Donc les femmes, l'enfance, l'adolescence, les relations amoureuses, le sexe, le mariage, les disputes, la maternité et la mère, les relations, le couple. Et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Merci de nous encourager. À tout à l'heure. Prénom, Ulrike. Nom, Milo. Âge, 41 ans. Sexe, féminin. Oui, je suis mariée. 2 enfants nés par césarienne. Oui, séparés de mon mari. Profession, journaliste. Nationalité, allemande. Je suis enfermée ici depuis 4 ans, dans une prison moderne d'un État moderne. Crime, attentat à la propriété privée, aux lois qui défendent la libre propriété, et aux droits qui en exigent pour les propriétaires, détention limite leur propriété sur tout. Tout, y compris notre cerveau, nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos sentiments, notre travail, notre amour, toute notre vie. Vous avez porté à son comble l'émancipation de la femme, car bien que je sois une femme, vous me punissez exactement comme un homme. Je vous remercie. Mon cerveau se détache du crâne au ralenti, errant dans sa chambre, poussière éparpillée, comme une lessive dans l'effroyable machine à laver de Stamel, tel à mon corps. Je le ramasse, je le rassemble, je le recompose. Vous ne réussirez pas à me rendre folle. Je dois y résister. Je dois penser, penser. Eh bien, je pense. Et si vous m'avez enfermée dans cet aquarium, c'est seulement parce que je ne suis pas d'accord avec votre vie. Non, je ne veux pas être une de vos femmes sous cellophane. Je ne veux pas être tendrement présente, avec des petits rigobettes et des souris alléchants, à votre table du samedi soir, ou dans un restaurant exotique, sur fond de musique stupide mais en haute fidélité. Ni devoir m'efforcer d'être triste, juste ce qu'il faut, et tout à la fois, complice et folle, enfantine et sotte, fouettée et frustrée, maman et putain et prête au garde-tour à rire pudiquement enfoncée de votre rivalité éculée. Quand j'étais petite, pour les premières années de collège, mes parents m'ont mise en pension. Et je ne comprenais pas pourquoi, personne ne m'expliquait. Et je n'osais pas demander pourquoi les sœurs nous faisaient prendre un bain, rarement, je dois dire rarement, avec notre chemise de nuit. C'était d'un pratique. Alors, une pensée a commencé à mûrir dans ma tête. Mais qu'est-ce que j'ai à cet endroit-là? Un truc pas bon?
dois voir. Comme vous pouvez l'imaginer, moi aussi j'ai eu quelques moments de panique à l'adolescence. Pour moi, le sexe était une chose mystérieuse. Je savais que ça existait, mais personne ne m'en parlait. Ne pas en parler, ne pas voir, ne pas toucher, c'était la règle absolue. Moi, j'aurais aimé me faire expliquer certaines choses, mais par qui? Ma mère aurait été la personne indiquée, mais on n'était pas très proches. Avec nous, ces filles, elle n'a jamais parlé de sexe. Pour elle, on était faites comme les poupées. On finissait là. Pour ma mère, le sexe était synonyme d'obscénité. Un exemple? Pour les fesses, elle disait le derrière. Et pour le devant, le derrière de devant. Bizarre, non? Puis un jour, pendant que je faisais mes devoirs, j'avais 12-13 ans, j'étais une petite fille sage, très sage. Oh, je regrette que vous ne m'ayez pas connue en ce temps-là, parce que j'étais vraiment une petite fille obéissante. Après, je l'ai regretté. Ma mère arrivait tout d'un coup, et avec ces airs qu'elles ont dans les moments solennels, elle me disait d'une voix, mais d'une voix, pour moi c'était la voix de Dieu. Fais attention, ma petite fille, les hommes ne veulent que ça. Mais quoi? Ça? Elle ne me l'a jamais dit. J'étais terrorisée. Dès qu'un garçon s'approchait, attention, je lançais des pierres. Je lui disais, va-t'en, tu l'auras jamais. Quoi? Je sais pas. Je vais être honnête. À cause de ma mère, j'ai perdu un temps fou. Le peu de choses que je savais sur le sexe, c'est une amie qui me les a apprises. Une sacrée délure de 12 ans. Un jour, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vue. Elle me dit, je suis fatiguée. Moi, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait l'amour. L'amour? Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai fait l'amour avec mon cousin. 10 ans. Un impoté. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on ne savait rien de tout ça, nous. Ah bah si, on savait que les enfants naissent par le ventre. Alors lui, avec son machin, il poussait, il poussait. Oh! J'ai eu une nombril enflammée pendant je sais pas combien de temps. Entre le fait attention de ma mère et le nombril enflammé de mon ami, j'avais une de ces peurs. Marie Simpson rêvait qu'elle allait peut-être... Non. Marie Simpson... Ça y est, Tu m'as fait peur. tu parlais du Marie Simpson, c'est qui? C'est un buzz étranger. Pierrot des hôtels, c'est bien fait. Je te connais pas. Puis t'es trop vieux pour un sixième. Ouais, j'ai arrivé. Où est-ce que tu vas comme ça? À l'école, où est-ce que tu veux que j'aille? Ça te passe pas? Je suis en retard. On pourrait jouer un peu. Non, je suis pressée. Salut. Attends, je t'avais pas dit, t'as de beaux souliers. Tu trouves? Ils sont brillants. Je les ai lavés ce matin. Ils font un beau bruit. Écoute. Très beau bruit. Marche encore un peu. Mademoiselle Gervais va les remarquer, c'est sûr. Peut-être qu'elle dira rien. Mais moi, je vais voir dans ses yeux qu'elle les a vus. Peut-être qu'elle va sourire. Tu parlais du Marie Simpson, c'est qui? C'est le personnage d'un roman que je vais écrire. Un quoi? Un roman, une histoire que t'écris sur des feuilles, puis quand c'est assez long, ça fait une brique. Puis les gens l'achètent. Puis tu deviens célèbre. C'est quoi l'affaire des briques là-dedans? Laisse faire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais conduire un 18 roues. Un quoi? Un camion. Tu sais, c'est gros, ça pue. Il y a des grosses choses rondes en dessous qui tournent. Et des fois, il y en a 18. Et mon oncle Marcel, il m'a déjà emmené jusqu'à Sorel dans son 18 roues. C'est fantastique. Mais où est-ce que tu vas aller dans ton camion? Ah bah, je sais pas, n'importe où. Je vais transporter des caisses, des tonnes de caisses de patates, des petits pois. Toute ta vie. Bah, ouais, toute ma vie. Mais à quoi tu vas penser tout seul dans ta cabine? Bah, rien de spécial, hein.
Tu sais, faut pas niaiser dans un 18 roues, hein. Faut regarder droit devant. Moi, il faut que je parte. Bah, attends, on n'a pas encore joué. Je peux pas. Eh, tu fais comme le sprint. Le screen? J'en veux deux. Deux, ok. Je peux dire quelque chose? Voilà. Quoi? Tu veux faire un tour dans le 18 roues de mon oncle Marcel, hein? Mais t'es trop gêné pour me le demander. Bah, tu peux arranger ça, hein? Tu vas voir, il n'y a pas de problème. Ça fonce, mais il n'y a pas de danger. J'ai peur. Tu vas voir, mon oncle Marcel, il est génial, il est drôle. Il chante de l'opéra. C'est pas ça. C'est lui qui l'a dit, hein? C'est de l'opéra italien. Est-ce que tu peux garder un secret? Ah, toi, t'as copié à l'examen de mathématiques, hein? Ah non, non, t'as fait pipi dans la porte de l'école. Ah, je sais. T'as regardé ton père par le trou de la serrure de la salle de bain. Non, c'est pas ça. Je vais même pas te faire la salle de bain. Tout à l'heure, avant de se rencontrer, je marchais et Ah ouais, j'ai entendu que tu parlais toute seule. devant l'épicerie, il y a un gros chêne. Mon grand-père dit que ma mère dit qu'il a plus de 100 ans. C'est son arrière-grand-père qui l'a planté. Ma mère a déjà vu un petit garçon se cacher de son frère sous une branche. Quand mon grand frère est arrivé, le petit s'est mis à siffler. Le grand a cherché l'oiseau et le petit a sauté sur lui comme un aigle. Ma mère m'a dit que ça faisait peur pendant une seconde, hein, le petit garçon qui saute comme ça pendant un centenaire. Ah, c'est ça ton secret? Bah non. Tout à l'heure, en passant près du chêne, j'ai eu une drôle d'idée. Ah, C'est une idée qui se peut pas. t'as pensé que tu voulais être un aigle pour attaquer les petits garçons? Non, c'est pas ça. Je passais près du chêne, ça sentait bon, j'avais envie de rire, je sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, moi, Marie, 11 ans et demi, moi, Marie, 11 ans et demi. Ah, moi, Marie, je me fiche de l'école, de ma mère. Je me fiche de Mademoiselle Gervais. Moi, Marie, je m'aurais jamais. Faut que je parte, je dois discuter. Salut, Claire de Sauterre. Attends, je t'ai même pas dit que t'avais des bobards. Ah, un beau sac d'école. Hé, des beaux yeux. Ma première rencontre avec l'autre sexe. J'avais 9 ans. J'ai vu un sexe masculin. J'en ai même vu 7. Tous alignés, dessinés sur le mur. Vous savez comment sont les garçons? Ils se promènent avec une craie dans la poche. Et aussitôt qu'ils peuvent, hop! Et puis hop! Hop! C'est leur emblème, leur blason. Et moi, je regardais cette espèce de scaphandre, les deux ronds, et je me demandais, c'est quoi ce vélo? Il est où le guidon? Heureusement que je n'ai pas dit à ma mère, maman, pour Noël, je veux un vélo comme ça. La pauvre femme, elle en serait morte. Et puis, quand j'en ai eu 7, j'ai eu une illumination. Ah, j'ai compris. C'est les 7 nains qui font du vélo, déguisés en scaphandrier. La deuxième fois, la vraie rencontre. Je suis tombée sur le gros dégoûtant de service. Parce que nous, les femmes, toutes, une fois dans notre vie, on a rencontré le... Il s'installe où, en général, le gros dégoûtant de service? À côté des toilettes publiques. Il est habillé comment?
il a un imperméable, même en plein mois d'août. On revenait de l'école et lui, hé les filles, regardez! Et tac, il ouvre son imperméable. Les autres filles me disaient, regarde-toi, regarde-toi! Elle savait déjà. Mais moi, je regardais. Quand je vous dis que j'étais obéissante. Le type a tout de suite refermé son imper. Son machin, je l'ai deviné plus que je l'ai vu. Oh là là, l'impression que ça fait. Il était habillé tout en noir. Alors le truc ressortait drôlement. Ça m'a fait penser à une tête et un coup de dindon tout déplumé. J'ai demandé aux autres, pourquoi il se balade avec un dindon dans son slip, ce type? C'est même pas Noël. Quelle horreur. Faites attention, messieurs, ne montrez pas comme ça brutalement aux petites filles. C'est traumatisant. J'ai tellement eu la chair de poule que depuis ce jour-là, je mange plus de dindon. Terminé pour la volaille. La troisième fois, une rencontre rapprochée. J'avais 18 ans, j'étais allée suivre un cours d'infirmière à Milan, à la clinique Princesse Yolande. Je commence le cours, je suis là depuis 3 jours. Dans les hôpitaux, les médecins ne font pas la différence entre les débutantes et les élèves de première année. Je sors un jour d'une chambre avec un bassin à la main. Dans les débuts, on voulait faire les travaux les plus humbles. Donc je sors, tête haute, poitrine en avant, et je tenais mon bassin comme si c'était un drapeau tricolore. Je croise un médecin, le professeur Semence, comme ça qu'il s'appelait, qui me dit « Mademoiselle, allez me chercher tout de suite le matériel pour le cathétérisme de la chambre 37. » Il m'avait choisi moi aussi bien qu'une autre. Mais j'étais tellement flattée que je m'en ai même fait la révérence, bassin à la main. Tout de suite, monsieur, je vais voir la chef et je lui dis cathétérisme. Elle me tend un urinal, un petit plateau avec un petit tuyau en caoutchouc, une petite sonde. Et je vais voir le malade de la chambre 37, qui était un garçon, un Suisse, opéré de je ne sais plus quoi. Je frappe, entrée, j'entre. Et là, je m'arrête net, figée. Je vois le professeur Semence en train de s'affairer sur le sexe du Suisse. Ah, j'aurais voulu mourir. Je n'ai pas osé m'y dérober. Le professeur péremptoire me dit « Venez ici, tenez, posez votre plateau et tenez. » Oh, j'aurais voulu mourir. Je suis restée figée. Oh, j'ai pris le machin entre 2 doigts. Je regardais à l'infini, je tremblais. Je sentais entre mes doigts une sorte de petite saucisse. Et quand j'ai senti cette petite saucisse s'animer, se raidir, je n'ai pas lâché par obéissance. Mais j'ai poussé un cri terrible. Au secours, c'est vivant. Le professeur Semence a tout compris. Lâchez, mademoiselle, lâchez. Allez-vous-en. J'y croyais pas. Je me suis emmêlé les pieds en sortant. J'étais en sueur, le cœur qui... J'allais passer la porte. Mademoiselle, oh mon Dieu, il remet ça. Mademoiselle, faites-vous muter en pédiatrie. Vous apprendrez progressivement. Et puis j'ai grandi et je suis tombée amoureuse, follement. Ça arrivera à rien.
La promenade est belle? Fort belle. Le beau jour? Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchants de langue, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui fixement tous ses tours regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais, tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue. Le lendemain, étant à notre porte, une vieille m'aborde, en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Vous devez savoir que vous avez forcé, vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Oh, suppose Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous quitte du balcon. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, et c'est un homme à porter en terre, dans 2 jours. Oh, mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Oh, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer les charitables drames. Voilà comme il me vit, et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Non. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait une belle cassette, et l'argent qu'ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il disait qu'il m'aimait d'une amour sans second, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant! Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Vous plaît-il? Je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être que... Non! Si, fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi.
Mon Dieu, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je ne suis condamné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Je vous les apprends. S'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qui le possède, n'a-t-il pas exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser et puis après s'en rire. Au point? Il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel et plus gros qu'il se passe. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt prononcé que par ces actions le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. Ce n'est plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Et si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me rend ici. Est-il possible? Oui. Que vous me ferez aise? Je ne doute point que l'humaine ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc rire. Oui. Vous voir bien contenter ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec l'art. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, du le mettre au tombeau, le mal dont il vous verse, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que, venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez sonner la porte honnêtement, et lui jetant, s'il heurte à un gré par la fenêtre, l'obliger tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait. Ah, que de langage. Oh, je n'aurais pas le cœur. C'est assez. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est assez. Je suis maître. Je parle. Obéissez. Madame Jiménez, Monsieur Jiménez. Monsieur Jiménez, Madame Alain, vous avez été exposé ces derniers mois à un stress considérable qui vous a affecté de manière non négligeable. Rien n'est plus comme avant.
indispensable à votre mari afin qu'il puisse aborder une journée sans trop de difficultés. Une femme, c'est en quelque sorte une station-service qui permet à l'homme de recharger ses batteries, si je peux me permettre l'expression. Seulement voilà, cela concerne également l'épouse quand le mari licencié se retrouve soudain toute la journée à la maison. Le cours des choses se retrouve perturbé. Certes, il se lève comme d'habitude à 6 heures, prend son petit déjeuner, lit le journal, mais après, il ne s'en va pas. Il ne part pas. Il faut des ressources pour affronter cela. Et inversement, vous, Monsieur Jiménez, vous avez déjà des problèmes par-dessus la tête, et maintenant, constamment, vous avez votre épouse sur les bras, n'est-ce pas? Exact. Épouvantable. Non mais Thierry, c'est la première fois que tu me dis ça, que je suis épouvantable. Ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Bon. Je vous propose que vous me montriez tous les deux, dans le cadre d'un petit jeu de rôle, comment vous vivez cela. Non mais on est pourtant pas mal tous les deux, surtout en ce moment de peine et de difficulté. Comment se passe une journée en ce moment chez vous? Alors, nous nous levons, nous prenons le petit déjeuner dans la cuisine, Thierry lit le journal et moi Tu causes. Oui. Très bien. Bon. Montrez-moi cela. Voici la cuisine. Vous êtes installé dans un petit coin confortable. C'est le matin. Comment vous vivez cela? Épouvantable. Le matin, je m'en sors pas et je dirais, le matin, qu'est-ce que je fais? Bien, je commence. Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi? Stop, j'ai oublié. Il faut inverser les rôles. C'est toujours comme ça qu'on fait. On a fait des expériences très efficaces de cette façon. Vous allez être votre femme et vous jouez votre mari. Ah. Ah non, 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 ça je peux pas. Si, bien sûr Non, non. que si. Monsieur Non, Jiménez, non. allez. Donc, je suis chez moi, je suis ma femme, et elle, c'est mon mari. Tout à fait. Oui, allez, maintenant arrête de faire celui qui comprend rien. Moi je suis toi et tu es moi. C'est si difficile que ça à comprendre. Alors, Madame Jiménez, maintenant vous êtes votre mari et vous ne devez parler que comme votre mari. Ah bah c'est bien ce que je fais. C'est comme ça qu'il me parle. Ma petite Arlette, ça ne veut vraiment pas entrer dans ta petite tête d'oiseau mon coussin. Bon, très bien. Donc, voici la cuisine. Les tasses à café ne sont pas lavées, la poubelle est pleine et tout le reste. Ok, allons-y. Bonjour Thierry, tu as bien dormi mon chéri? Je te parle Thierry. Tu m'as parlé mon coussin? Il me dit jamais. Il me dit toujours mon coussin quand ça commence à sentir le roussi. Mais je ne supporte pas ce mon coussin. Coussin. Non mais tenir la maison ça fait rien du tout. Moi quand je prends une décision à l'entreprise ça coûte des montants de 500 000 à 5 millions de francs. Ces tasses à café si tu les laisses tomber ça fait quoi? 350 francs. Et en plus elles sont amorties depuis longtemps déjà. Ça n'a aucune valeur comptable. Plus un peu de produit de vaisselle. Peanuts. Qu'est-ce que ça représente tenir une maison? Oui, je sais, je ne suis pas très attentif quand tu me parles le matin. Je fais souvent semblant de rien piger. Je suis une petite imbécile, un petit mouton, une vache, une bonne grosse vache conne. C'est moi l'homme. C'est moi qui apporte l'argent du ménage. En fait, maintenant, il n'apporte plus rien du tout. J'aurais même plus d'argent. Ça fait 8 mois que je n'apporte plus rien du tout.
J'arrive facile à 1 200 000 net. Et toi, Arlette, mon poussin, as-tu réfléchi à ta valeur comptable? À combien tu évalues tout ça? Laver la vaisselle, faire de la poussière, le brin de conversation lorsque tu m'accompagnes et d'idées d'affaires? 50 francs? 500? Non mais soyons généreux, mettons 5 000 dans la colonne crédit. Et à part ça, j'ai failli oublier cette histoire de station-service. Mais baiser, tout me le fait gratos. On se parle jamais comme ça. Moi pas, mais toi, oui. Est-ce que cela correspond aux règles de votre jeu, cette façon qu'elle a de me parler? Nous n'avons peut-être pas tout à fait terminé. S'il vous plaît, vous êtes Arlette. Ok. Tiens, arrête. Thierry, je te l'ai déjà dit. Les poubelles, je peux les descendre juste les poubelles. Bah oui, bien sûr, je pourrais faire ça, oui. Ma femme me dit, ma propre femme me dit cette chose-là qui n'est même pas cotée en bourse. Me dit à monsieur qui avait reçu un diplôme d'HEC que je dois descendre les poubelles. Non mais t'es folle ou quoi, Alette? Tu penses que j'ai fait 4 ans d'études en gestion des entreprises pour descendre les poubelles? Non mais tu m'as bien regardé, mon poussin. Mon poussin, il y a une autre femme à part moi qui se fait appeler poussin. Zigouillé, fini poussin, zigouillé, exactement, zigouillé. Il s'énerve très vite ces derniers temps quand je dis quelque chose. Non, tu sais, c'est un peu de ma faute, je suis un peu impatient. N'est-ce pas, ma chérie, ça me fait de la peine tout ça, tu sais bien. Oui, mon trésor. Je suis pas un ange non plus. Mais enfin, descendre les poubelles, hein. Pour une fois, rien qu'une fois. Oui, arrête. Et attache bien le sac avec les petits cordons rouges avant de le descendre. Oui, arrête. Avec un double nœud. Sinon le sac va s'ouvrir quand les égaux le jetteront dans le camion et il y aura des saletés partout sur le trottoir. Oui, arrête. Dès que nous serons à la maison. Et évidemment, quand tu seras à la maison, tu vas tout de même pas le faire ici. On va tout de même pas lui descendre ses poubelles à lui. Ne fais pas de conneries, Antonia. Sors, dis quelque chose. Bon, tu as peut-être raison, c'est de ma faute, mais je t'en prie, sors de là. Nous allons parler, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu des tragédies à tout propos? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu es folle, une folle inconsciente, voilà tout. La folle inconsciente, enfermée dans l'autre pièce qu'est la salle de bain, c'est moi. Et l'autre, celui qui hurle et me supplie de pas faire de conneries, c'est mon mari. Antonia, je t'en supplie, sors de là. Je suis en train d'avaler un cocktail de comprimés. Mogadon, Binoctal, Rohypnol, Gardinal et 28 suppositoires de nésidine en petits morceaux, le tout par voie orale. Antonia, dis quelque chose. Mon mari a déjà appelé une ambulance. On va arriver et défoncer la porte. Le SAMU arrive, ils vont démolir la porte. C'est la 3e fois en 1 mois. Ce que j'aime le moins dans ces sauvetages, ce sont les lavages d'estomac, ce tube dans la gorge, l'abrutissement prolongé, l'expression embarrassée de tout le monde dans la maison. Et pour finir, on m'oblige à voir un psychiatre. Non, pardon, un analyste. Un crétin qui me regarde en fumant sa pipe sans rien dire pendant 2 heures, et puis brusquement il dit « Pleurez, madame,
Lorraine. Je t'en supplie, dis quelque chose. Ne serait-ce qu'un mal. Je comprendrai au moment où tu en es. Bon, je m'en vais et tu me verras plus. J'ai même essayé de me jeter par la fenêtre. Il m'a rattrapé au vol. Je t'en prie. Descends de là. Je suis un salaud. C'est la dernière fois que je te mets dans une situation pareille. Laisse-moi tranquille. Tout m'est égal, tu comprends? Toi, tes histoires, tes nanas idiotes. Quoi, tu préférais qu'elles soient intelligentes? Non, je m'en fous, je saute. Je te casserai plutôt la cheville. Laisse-moi. Je vais te l'attaquer. Mais c'est qui m'a vraiment cassé le couillon? La jambe plâtrée, moi. Plâtrée. Mais vivante. Et les gens qui me demandaient, t'es allée au ski? Quelle rogne. Une autre fois, j'ai essayé de me tirer un coup de pistolet. Non, quand tu arrêtes, je l'ai pas déclaré. Tu veux me faire arrêter? Si j'avais envie de mourir, c'était toujours pour la même raison. Lui, il ne me désirait plus. La tragédie recommençait chaque fois que je découvrais une nouvelle liaison de mon mari. Ça, je te comprends. Avec les autres, c'est une affaire de sexe en plus. Et avec moi, il n'est même plus question de sexe. Pour toi, c'est différent. Pour toi, j'ai beaucoup d'estime. Ah bon? Ah, s'il y a l'estime. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important entre un homme et une femme? L'estime, non? Va te faire foutre. Oh. Oui, dans ces cas-là, je devenais vraiment vulgaire. Vous comprenez? Les banalités que débitait mon mari me faisaient sortir de mes gonds. Ça ne pouvait plus durer. Il y avait longtemps qu'il ne faisait plus l'amour avec moi. Une autre fois, il a essayé d'incriminer la politique. Non mais imaginez la scène. Nous sommes au lit, nuit noire. Pourquoi tu ne veux plus faire l'amour avec moi? Essaye de me comprendre, j'y arrive pas, l'Italie va à volo, le reflux. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le reflux, c'est une réalité. On jette les yeux autour de soi et qu'est-ce qu'on découvre? Le désengagement, le cynisme. Tu as raison. Alors les uns, déçus par la politique, laissent tomber famille et enfants pour le fanatisme écolo. D'autres laissent tomber le bureau pour monter un restaurant macrobiotique. D'autres, enfin, abandonnent leurs femmes pour monter un bordel à leur usage exclusif. C'est toujours la faute de la politique, non? Tu as raison, ma chérie, c'est un dérivatif indécis, je l'admets. La manie de collectionner les coucheries à tout va, mais je te jure qu'avec toi, c'est différent. La seule femme dont je ne puisse pas me passer, c'est toi. La plus chère que j'ai au monde, mon refuge le plus sûr. Tu es comme ma mère. Ah! Ta mère! Je le savais! Ta mère! Ah bah merci, tu m'as donné une promotion. Les femmes sont comme les fonctionnaires. Dès qu'elles ne servent plus, on leur donne une promotion. On les donne président d'un organisme inutile. Maman honoraire. Eh bien non, mon cher. Je préfère être dégradée au rang de maîtresse occasionnelle, flanquée sur un lit. Je m'en fous de te servir de tendron de giron, de nid douillet. Ta mère. Oh, tu ne te rends pas compte à quel point tu es grossier, humiliant. Je suis donc plus rien. Une vieille salade ajoutée aux chiottes. Oh, ta mère. Fais gaffe. Je peux avoir tous les hommes que je veux. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu arrives à tous les moyens. Y compris des moments d'émotion, de l'effet sincère. J'essaie de parler, de me confier. Eh bien, parle, vas-y, explique-toi. Quel foutu rage t'as pris de passer d'une femme à l'autre comme ça? Tu vas attraper le sida? Et puis lâche le pistolet. Je te jure que je me tuerai pas. Parole d'honneur. Mais oui, parole d'honneur. Je n'en ai plus envie. J'ai changé d'idée. Ah non, la blague. C'est sur toi que je vais Ah tirer. non. Non, mais je ne plaisante pas loin du monde.
la main sur le téléphone. Arthur! Et je me disais, Arthur, tu devais m'appeler vendredi dernier. maman, je t'assure, j'ai pas eu une seconde, mais Arthur, je suis restée à côté du téléphone toute la journée de vendredi. je sais. Toute la journée de vendredi soir. Mais oui, mais je me suis dit, il faut que je l'appelle. Toute la journée de samedi. Maman, je t'en prie. Toute la journée de dimanche. Oh, maman, écoute. Ton père me disait mange quelque chose, sinon tu tiendras pas le coup. Maman, mon équipe et moi, on a envoyé ça. Ah, tu te disais quoi? Je lui disais à ton père, non, je veux pas avoir la bouche pleine quand mon fils m'appellera. Maman, mon équipe et moi, on a envoyé Saturn 6 dans l'espace, la fusée. Tu en as entendu parler? Oui. Eh bien, c'était la mise à feu samedi. Oui, Arthur, t'as toujours une bonne raison. Oh, écoute. Arthur, je suis sûre que tes collègues ont une mère et qu'ils trouvent tous un moment après le petit déjeuner ou avant le compte à l'envers. À rebours. Oui, à rebours. Bon, eh bien, je suis là au bout du fil. Alors, écoute. Arthur, tu sais bien que je me fais du souci, non? Oui, je sais. Arthur, tu sais, j'ai lu dans le journal, vous n'arrêtez pas de les perdre en fusée. Écoute, maman, c'est pas moi qui les perds, on n'est pas tout seul là-bas. Hein. Ah, j'avais peur qu'on les retienne sur ton salaire, hein. Une lettre, un mot, rien qu'une carte, histoire de me rassurer. Bon, écoute, comment tu vas, hein? Comment ça je va? vais? Oui? Comment je vais mal. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui va pas? Comme d'habitude, mes nerfs. J'ai vu le docteur. Oh, il m'a pas ménagé. Il m'a dit, écoutez, Madame Zacharias, faut pas se leurrer. Hein. Vous êtes une femme extrêmement nerveuse. Hein. Et faut pas vous faire des contrariétés. Hein. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez, docteur? J'ai rien fait. Ça, ah oui, ah, il a du travail. Hein. Oh oui, beaucoup. Et il trouve pas le temps d'appeler sa mère. Maman, tu es terrible, je viens de te le dire. Arthur, quand je lui ai dit ça, il a blêmi. Maman, franchement... Il m'a dit, écoutez, Madame Zacharias, ça fait 35 ans que je pratique la métier. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui n'a pas le temps d'appeler sa mère. Hein. Mais maman, écoute... Arthur, c'est ce qu'il a dit, c'est un médecin. Bon, et qu'est-ce qu'il a décidé le médecin, hein? Qu'est-ce qu'il va te faire? Eh ben, j'irai peut-être à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils vont te faire? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Des radios de mes nerfs? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Arthur, tu es jeune, hein? Tu es vraiment très jeune. Mais un jour, Arthur, tu te marieras. Et tu auras des enfants. Et je te souhaite qu'une chose. C'est que tes enfants te fassent souffrir autant que tu m'auras fait souffrir. D'accord, maman, merci d'avoir appelé. Arthur, tu te moques de moi? Ben non, mais tu m'appelles, alors moi j'essaie de t'expliquer. Arthur, j'espère que je t'ai pas trop déprimée, hein? Tu parles, bien sûr que tu m'as déprimée. Eh ben si c'est le cas, ta mère, elle est très contente. Bah, je t'en remercie. Arthur? Oui? Je sais, je suis une enquiquineuse, qu'est-ce que tu veux? Je suis une mère possessive. Non, je plaisante. Tu sais, Arthur, même quand tu auras 80 ans, tu seras toujours mon bébé. Et je me fais du souci si tu m'appelles pas. Alors, mon chéri, Astro, tu demandais du prendre du téléphone, hein, et d'appeler ta petite maman. S'il te plaît, mon fils. Oui, maman, je te le promets. Alors, ta maman, elle est très contente, hein? Ben, si ma maman est contente, je suis très contente. Arthur, ta maman a te souhaite du succès avec tes petites fusées. Merci, maman. Maman aime tellement son grand garçon. Arthur aime beaucoup sa petite maman. Gros bisous, mon lapin. Gros bisous. Bisous, 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 smack, smack. bisous. Purée de lui, Julie.